Chaque jour, un expert de marché vient déconstruire une idée reçue. C'est le bullshitomètre et on accueille aujourd'hui Véronique Riche-Flores pour effectivement dégonfler les idées de marché, les consensus macroéconomiques un peu trop faciles. Véronique Riche-Flores, bonjour, bienvenue. Bonjour. RF Research, on vous souhaite une très bonne année Véronique, bienvenue. Également. On entend et on lit partout que le marché de l'emploi aux États-Unis reste incroyablement résilient. Mais vous n'êtes pas d'accord, vous dites même bullshit. Pourquoi vous cassez l'ambiance sur l'emploi américain ? Pourquoi vous n'y croyez plus ? Alors, je casse l'ambiance. Non, ça fait un moment que, effectivement, les chiffres officiels tels qu'ils sont publiés paraissent spectaculaires. Et pourtant, alors vendredi, le chiffre était effectivement un petit peu au-dessus des attentes, notamment après le chiffre du secteur privé. Et quand on regarde dans le détail, d'abord, les séries ont été considérablement et continuent à être considérablement révisées. Les séries passées. Sur les 2 derniers mois, ce sont 71 000 emplois en moins qui ont été effacés des données révisées. Et je ne vous mentionne pas toutes les révisions antérieures. Au mois de janvier, nous aurons une nouvelle salve de révision, annuelle cette fois-ci, qui va également apporter des surprises. Donc d'abord, suspicion par rapport aux premières publications. Deuxièmement, si on regarde sur plus longue tendance, le niveau de l'emploi américain par rapport à sa tendance de long terme. Tendance de long terme, on a pris 2013, 2019, on peut également prendre 2017, 2019. On a le même constat, nous ne sommes toujours pas, et nous sommes plutôt en train de nous éloigner de cette tendance de long terme. Ça veut dire qu'effectivement, on a des chiffres mensuels spectaculaires qui sont le résultat d'un rattrapage. L'économie américaine n'a toujours pas terminé son rattrapage post-Covid en termes de création d'emplois, et donc on est toujours en dessous, donc il n'y a rien de spectaculaire. On est en phase de rattrapage simplement, et on a plutôt l'impression depuis 6 mois qu'on s'éloigne de ce que devrait être la norme si on voulait retourner aux tendances antérieures. Dernier point, il y a d'énormes distorsions qui sont complètement inhabituelles. En réalité, si on fait le bilan en 2023, on l'avait bien perçu tous ces derniers mois, mais là, on peut faire le bilan, on a toute l'année, donc on s'en réjouit. Qu'est-ce qu'on voit ? L'emploi a été sauvé par le secteur public, les collectivités territoriales, l'emploi fédéral, et par la santé. En dehors de ça, il se passe quasiment rien. Un petit peu dans les loisirs et la restauration, mais c'est un secteur qui est très en retard encore par rapport à ses niveaux d'avant Covid. C'est le seul d'ailleurs dans l'économie. Et puis tout le reste est quasiment à zéro. Et ça, on n'a jamais vu de telles distorsions. Et ça témoigne de quoi ? D'une économie qui vivote, qui est soutenue à bout de bras par la politique publique, les politiques publiques qui sont vertigineuses, et on en voit le résultat en termes de dette, mais qui montrent finalement une dynamique du secteur privé qui est très, très érodée, qui est très fragile en réalité. Mais il y a quand même de très bonnes nouvelles. La productivité aux États-Unis, elle augmente. Et ça n'est pas du tout le cas en Europe, et en particulier en France. Exactement. Alors ça, c'est intéressant, parce que et c'est un peu la contrepartie ou le résultat de ce que je viens de dire, finalement. Il y a des tas de secteurs qui n'ont pas créé d'emplois en 2023 et qui ont, malgré tout, réussi à préserver d'une croissance de leur activité, de leurs résultats. Résultat des courses, la productivité a augmenté. Elle a d'autant plus augmenté que le secteur public était également là pour soutenir un bon nombre d'entreprises. Alors ça a l'avantage effectivement de réduire le risque de récession. En Europe, l'une des questions majeures, c'est comment est-ce qu'on peut vraiment échapper à une baisse massive des coûts pour rehausser la productivité. Aux États-Unis, on a moins cette problématique-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises et que l'immobilier ne nous tracasse pas un petit peu, quelque part, et que surtout la politique publique est scrutée de près, parce que si on retire ce soutien public, ça pourrait mal tourner. Mais effectivement, la productivité a bien résisté. C'est pour ça qu'on privilégie un peu tous un scénario de soft landing. Julien. Justement, peut-être que le portrait de l'emploi américain n'est peut-être pas aussi beau qu'on veut le croire, mais on est quand même sur quelque chose qui est peut-être meilleur qu'on peut le penser et qui surtout ne coïncide pas avec le scénario d'une récession. Peut-être qu'on est en bonne voie pour l'atteindre, ce soft landing. Oui. Oui. J'ai envie de dire oui et non. L'avantage du soft landing, c'est à l'évidence qu'il chasse le risque de récession que personne n'espère ou ne souhaite, et tout le monde est bien content. A contrario, un soft landing empêche d'envisager une reprise. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdu de gain de productivité.
On a gagné même un petit peu l'an dernier, mais ça veut dire que le grand rebond cyclique de la productivité, lui, il est inaccessible. Celui-ci, il se produit après les périodes de récession. Et donc ce que vous dites, c'est le marché de l'emploi ralentit beaucoup plus qu'on l'entend, qu'on le dit, et donc ça va beaucoup moins bien pour l'économie américaine qu'on l'entend, qu'on le dit, mais pas assez mal pour imaginer une nette reprise à un moment. Donc ce que vous dites, on entre dans une période molle. Les années molles, quoi. Il y avait les années folles, maintenant c'est les années molles Les années molles qui sont forcément des années d'incertitude. On comprend bien d'ailleurs à quel point le diagnostic est compliqué. Il y a des points de vue dissonants parce que vous regardez l'image globale de l'emploi où le détail, le secteur privé, etc., les services aux entreprises, tous ces secteurs qui normalement sont très dynamiques, qui sont complètement éteints, les transports, etc. Et donc vous avez deux visions différentes et probablement des politiques monétaire très hésitante parce que tout est autour de zéro, voilà, on peut passer un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, et puis avec des marchés qui en général sont prompts à l'exagération, ça veut dire encore beaucoup d'incertitudes effectivement autour de ces thèmes-là. Est-ce qu'un lending sans fin, même s'il est soft, reste un soft landing? Bon. Et une année de présidentielle, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Un landing sans fin, c'est de la stagnation in fine. C'est quelque chose de mou qui empêche précisément de prendre des options, d'avoir des guidance clairs, et notamment en termes d'investissement, qui créent des environnements tels qu'on a connus l'an dernier. Et finalement, vous avez des secteurs qui s'en sortent bien. Je pense notamment aux nouvelles technologies, bien évidemment, mais qui sont de plus en plus chères et pour lesquelles on a de plus en plus tendance à se dire on a peut-être payé un peu cher un avenir quand même encore incertain, et puis le reste qui est mou, qui n'arrive pas à enclencher de dynamique cyclique. Alors ça vaut pour les États-Unis, ça vaut naturellement également pour l'Europe. Tant qu'on n'a pas purgé ces pertes de productivité pour nettoyer un petit peu la machine et pouvoir repartir dans de meilleures conditions en termes d'investissement, donc de commerce mondial, d'emploi, etc. Tout ce qui fait une vraie reprise. Juste d'un mot, on est en année d'élection, donc aux États-Unis, on est à 302 jours, on les a comptés là, oui. 302 jours du 5 novembre, jour de la présidentielle américaine. Les années d'élection, ça se passe comment pour l'économie, pour le marché de l'emploi ? En général, ça se passe pas trop mal. Finalement, il y a une chronique des récessions qui, en général, coïncide ou a coïncidé avec les années post-électorales. Donc on peut dire, finalement, là on est protégé, et on voit bien d'ailleurs, ça fait un peu plus d'un an que Biden a ouvert les vannes budgétaires précisément pour préparer cette échéance. Mais il y a plus d'incertitude sur la Banque centrale, parce que la Banque centrale n'a pas envie d'être montrée du doigt comme risquant de modifier les résultats électoraux. Donc elle va pas, si elle a l'intention de changer sa politique monétaire, elle va sans doute préférer le faire un petit peu avant que risquer de devoir prendre des décisions à l'avant-veille d'une grande échéance comme celle-là.